un autre temps, c'était un autre lieu, un lieu un petit peu plus proche d'ici, et pour cause, c'était ici. C'était juste là-bas, dans les murs du château de pierre qui s'élevait ici à cette époque, sur les terres de Compère, qu'elle était née. Elle a vu le jour par un beau matin de printemps. Son père et sa mère se sont mis d'accord pour lui donner le prénom de Viviane. Et dès le lendemain de sa naissance, sa mère est partie. Son père était seigneur de ces terres, mais sa mère, elle, était d'un autre monde, était du monde des fées, et puisqu'elle avait donné la vie, elle avait donné un héritier, un homme, un humain, un mortel, eh bien, il lui fallait partir. Et c'est ce qu'elle a fait. Si bien que Viviane a grandi aux côtés de son père uniquement. Mais puisqu'elle est fille de fée, puisqu'elle garde en elle, en son sang, le souvenir de l'autre monde, eh bien, elle reçoit des dons. Vous savez, dans les contes de fées, on dit toujours que les fées se penchent au-dessus du berceau des nouveau-nés. Et c'est ce qu'elles ont fait pour Viviane. Et plus exactement, elles lui ont fait 3 promesses. La première, c'est celle de la beauté. En grandissant, elle deviendrait une jeune femme au charme absolument exceptionnel. Deuxième promesse qui est faite à Viviane par les fées, c'est celle du savoir, de la connaissance. Elle saurait tout sur chacune des choses de ce monde qui l'entoure. Et enfin, troisième promesse, d'après vous. La beauté, l'intelligence? Non. Le cœur et l'amour, bien entendu. Le cœur et l'amour, mais pas n'importe quel amour. Viviane, lorsqu'elle serait un petit peu plus grande, serait aimée de l'homme le plus extraordinaire de son temps. Mais, parce qu'il y a un mais, on ne peut pas recevoir tant de belles choses sans donner quelque chose de soi. Mais Viviane a dû remercier, elle a dû faire ce qu'on aurait pu appeler un contre-don, donné en échange. Et en échange de ces 3 promesses, elle donne sa liberté. Si bien que du jour de sa naissance, elle se retrouve prisonnière de cette grande forêt. Il lui serait parfaitement impossible, sauf à quelques rares reprises, de sortir de Brocéliande. Alors en grandissant, elle découvre le moindre recoin de cette forêt. Elle la connaît comme le fond de sa poche, elle connaît la moindre clairière, le moindre étang, le moindre sentier. Mais on dit quand même que dans tout Brocéliande, il y a un lieu. Un lieu précis qu'elle aime plus que les autres, encore plus que les autres. Et cet endroit, c'est une fontaine que vous connaissez peut-être, qui a pour nom la fontaine de Baron. Et Barenton, pour Viviane, est devenue une sorte d'amie, une meilleure amie, une confidente, si bien que Viviane y passe le plus clair de son temps. Des journées entières assise là, à regarder l'eau perdue dans ses pensées, à raconter ce que chacun d'entre nous raconterait à son meilleur ami, ses joies, ses peines, tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est auprès de la fontaine de Barenton. Viviane a fait la rencontre de cet homme absolument exceptionnel qui un jour est mort. Il est venu à elle 3 fois, 3 apparences différentes. La première fois, c'était l'apparence d'un cerf. Un immense cerf roux avec une patte blanche qui l'observait là, caché derrière les buissons. La deuxième fois, c'était un jeune homme, grand, élancé, élégant, vêtu d'un long manteau bordé de fourrure qui recouvrait presque ses pieds. Et la troisième fois, c'était un vieillard. Un vieillard plié en deux, appuyé sur une canne de bois sans laquelle il serait très certainement tombé sur le sol. Et ce n'est que lors de cette troisième rencontre qu'elle a pris le temps d'observer ses yeux et qu'elle a lu en lui. Qu'elle a vu en lui qu'il ne s'agissait que d'une seule et même personne. Ce cerf, ce jeune homme et ce vieillard n'étaient qu'un seul et même être qui pouvait prendre différentes apparences. Eh bien oui, enfin. Enfin, tu t'en rends compte. Ses yeux sont exactement les mêmes, la même couleur, la même forme, les mêmes expressions. Parce que je ne suis qu'une seule et même âme qui a le don de prendre différents corps, différentes apparences. Mais sache que le plus important, c'est que si l'extérieur change, eh bien, ce qui est à l'intérieur, c'est que mes intentions envers toi resteront toujours les mêmes. Il lui a dit à la cour du roi Arthur, on me nomme l'enchanteur, mais pour toi, je serai tout simplement Merlin. Et c'est ainsi que s'est réalisée cette troisième promesse que l'autre monde a offerte à Viviane, celle d'être aimée de l'homme le plus extraordinaire de son temps. Il l'a aimée, certes, mais aussi il lui a donné tout son savoir, tout ce qu'il sait, Il était une fois au plus profond des enfers. Vous connaissez les enfers? Certains sont peut-être allés là. Ils sont revenus, hein, bien sûr. Ça ressemble à quoi les enfers? C'est rouge et chaud? Il y a du feu? Dans les enfers, on est tous assis comme ça sur des petites tables, avec un cartable à côté, et puis en face de nous, il y a une... Quoi? Non? Il y a une dame, oui, qui écrit avec... Non, maintenant c'est numérique. Bon.
Non, dans les enfers, il y a un grand tapis roulant comme ça, avec des trucs à monter, et puis vous devez, puis ça n'arrête jamais. C'est un enfer. Au plus profond des enfers, il y a une grande rivière, vous devez connaître, un fleuve, un grand fleuve. De chaque côté du grand fleuve, il y a des croix de bois et des croix de fer, de ceux qui ont menti, qui sont allés en enfer. Et puis, de chaque côté des enfers, comme ça, il y a les grandes infrastructures des enfers. Il y a le port en eau profonde des enfers, la marina des enfers, la grande fabrique des enfers, la tour de radio-télévision des enfers, toutes ces choses. Et puis, au bout de cette grande rivière, il y a un château de marbre noir. Dans ce château, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a un lit, et sur le lit, il y a Satan, prince des ténèbres. Il vient de se réveiller, il allume tous les écrans de contrôle des enfers, et il s'aperçoit de la chose suivante, il n'y a plus personne au plus profond des enfers, tout le monde a disparu. Les hommes, les femmes, les vilains petits garçons, les vilaines petites filles, plus personne. Alors, le diable appelle son petit démon domestique, qui lui sert à faire tout et un peu n'importe quoi. Est-ce que vous savez comment on fait pour appeler les démons? Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais... Je vous le dis? Bon, je vous le dis, mais vous jurez de pas vous en servir à l'école. Ça doit faire. Pour appeler les démons, on siffle. Chaque démon de la création répond à un sifflement bien particulier. Enkibedes Incubus, pour vous servir, c'est-à-dire Satan, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, Enkibedes, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne dans les enfers. Où sont passés les hommes, les femmes, les vilains petits garçons, les vilaines petites filles? Oui, ça tombe bien que vous m'en parliez, Seigneur Satan, parce qu'effectivement, depuis hier, on s'est aperçu que tout le monde a disparu. Comment? Eh bien, puisque c'est comme ça, demain matin, à l'heure du crabe, je vais voir tout le monde dans la grande salle du conseil des démons s'asseoir autour de la table. Et le lendemain matin, à l'heure du crabe, on voit tout le monde dans la grande salle du conseil des démons s'asseoir autour de la table. Quelle forme elle a la table, là, d'ailleurs? Je suis un piège. Une grande table rectangulaire de plusieurs dizaines de mètres, le diable au bout sur son trône. À sa droite, les démons incubes, les démons garçons, et les démons succubes, les démons filles. À sa gauche, les grands lieutenants des enfers. Behémoth, Asmodée, le Léviathan, le grand amiral des enfers, celui qui s'occupe de la flotte des enfers. Belzébuth, Lilith, la Vierge Noire, Belphégor, ambassadeur des enfers en France. Et le diable leur pose la question que je vais vous poser à vous aussi, mes chers collaborateurs. J'ai vu que vous étiez des anges, hein, j'ai bien vu, mais on va faire comme si